Salut Moussaillon, bienvenue dans ce 4e épisode où je te montre tout ce qu'il faut savoir pour passer son permis côtier. N'oublie pas que tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux voir les schémas plus longtemps. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Et on passe tout de suite au thème du jour, la météo et l'environnement. Niveau météo, pour le permis côtier, on ne va pas vous demander de savoir comment se forme le vent, on ne va pas vous demander de savoir lire une carte isobarique, mais on va vous demander d'avoir quand même quelques notions. Pour mesurer la force du vent, on utilise l'échelle de Beaufort, qui a 13 niveaux allant de 0 à 12. Pour estimer la force du vent, l'échelle de Beaufort donne des repères visuels. Un petit vent va créer des vaguelettes sur l'eau, quand il forcit, il va commencer à former des moutons sur la crête des vagues, et quand le vent forcit plus sérieusement, les vagues déferlent et on ne parle plus de moutons, mais d'écume. À partir de force 7, quand on est en avis de grand frais, vous aurez des BMS, c'est-à-dire des bulletins météorologiques spéciaux et des messages de sécurité à la VHF. La VHF qui est le principal moyen de communication quand on est en mer. Vous devez connaître cette échelle et plus particulièrement pour les vents forts. Dans les questions, les forces 4, 7, 8 et 10 reviennent souvent. Mais le mieux, c'est de tout connaître. Parce qu'évidemment, je ne me porte pas garant des questions qui vont tomber le jour de l'examen. Et intéressons-nous maintenant au phénomène de brise thermique. Quand la journée avance, le soleil chauffe la mer, mais bien plus la terre. Ainsi, l'air au-dessus de la terre se réchauffe, puis monte. Mais la nature déteste le vide, et donc l'air de la mer vient combler le vide provoqué par ce réchauffement. On obtient donc un vent qui vient de la mer vers la terre. Ce phénomène est d'autant plus important quand il fait beau et qu'il y a peu de vent établi. Évidemment, par temps nuageux et quand il y a déjà beaucoup de vent, la brise thermique peut devenir complètement négligeable. La nuit, le phénomène s'inverse car la terre refroidit beaucoup plus rapidement que la mer, et c'est donc ce qu'on appelle la brise de terre. En Méditerranée, il faut se méfier du vent qui peut changer très soudainement. Les plus connus sont le Mistral, la Tramontane, le Marin et le Libeccio. Le vent en Atlantique est globalement plus régulier, même s'il peut être aussi très fort. Et si on vous annonce un grain, c'est que des fortes rafales de vent accompagnées de pluie vont fortement réduire votre visibilité, en plus de vous mettre peut-être dans la panade. Et puis lors d'un grain, des vagues courtes et creuses peuvent se former rapidement. C'est pour ça qu'en mer, on fait quand même très attention aux grains, même si parfois on ne peut pas les éviter. En parlant de vagues, il faut d'ailleurs différencier la mer du vent et la houle. La mer du vent, ce sont les vagues qui sont créées par le vent qui souffle localement, comme lorsque vous soufflez sur un chocolat chaud. La houle, c'est une onde résiduelle créée par un vent plus lointain, ou c'est tout simplement les vagues résiduelles qui persistent une fois que le vent est tombé. Rappelez-vous aussi qu'un vent contre-courant va augmenter la hauteur des vagues. Parlons maintenant du baromètre, un outil qui peut grandement vous aider en navigation. Un baromètre, c'est un appareil qui mesure la pression atmosphérique. Et maintenant, regardons pourquoi ça peut nous aider. D'un côté, on a les anticyclones, synonymes de beau temps. Ce sont des zones où la pression de l'air est plus élevée, généralement au-dessus de 1013 hectopascales. De l'autre côté, on a les dépressions, synonymes de mauvais temps. Ce sont des zones où la pression de l'air est moins élevée, généralement en dessous de 1013 hectopascales. Et donc si un jour vous relevez une chute de pression brutale, c'est que vous rentrez dans une grosse dépression et qu'il va sans doute y avoir une dégradation des conditions météorologiques. Il faudra alors probablement adapter son programme de navigation. Maintenant, on est content de savoir tout ça, mais le principe c'est surtout d'éviter de tomber dans des conditions météo compliquées. Et pour ça, il existe plusieurs façons de prendre la météo avant de partir en mer. Vous pourrez retrouver les prévisions météo dans les capitaineries, dans les bureaux de port ou les sémaphores. Elles sont aussi disponibles sur internet ou sur des applications mobiles. Vous avez par exemple Météo France, mais il existe plein d'autres sources. À titre personnel, j'utilise très régulièrement l'application Windy, mais vous avez aussi WindGuru, Windfinder et plein d'autres. Par téléphone, vous pourrez avoir les prévisions en composant le 3250 ou le 08 99 71 08 08. Le CROSS envoie sur le canal 16 de la VHF des messages de sécurité ou des BMS si le vent atteint le force 7 ou plus. Des bulletins météo classiques sont aussi annoncés sur le canal 16. Il faudra simplement changer de canal pour pouvoir l'écouter. Mais pas de panique, je vous parle plus précisément du CROSS et de la VHF dans les prochaines vidéos. Et passons maintenant aux sémaphores. Les sémaphores principalement et aussi certaines capitaineries vous indiquent grâce à des signaux si jamais il va y avoir de grosses conditions. Les sémaphores, ce sont généralement des petites tours qu'on trouve le long des côtes. Par exemple, si vous voyez sur le sémaphore une boule noire de jour ou un feu blanc sur un feu vert de nuit, c'est qu'on est en avis de grand frais. Pour les avis de coups de vent à violente tempête, on a ces signaux. Ici, on peut remarquer qu'on donne la direction approximative du vent en plus de sa force. Pour s'en rappeler, on se dit que dès que les cônes pointent vers le haut, c'est vers le nord, un seul cône c'est l'ouest et deux cônes c'est l'est. Pour les feux, un cône c'est une couleur de feu et deux cônes c'est deux couleurs de feu. Et dans le cas des deux couleurs de feu, on se dit que les flèches pointent vers le rouge. Voilà, j'espère que ça vous aidera à retenir tout cela. En cas d'avis d'ouragan, on a ce voyant et ce feu rouge vers rouge. Évidemment, je ne vais pas vous recommander de sortir dans ces conditions-là. Voilà, si l'échelle ne vous parle pas beaucoup, il faut s'imaginer déjà que des forces 7-8, c'est déjà très costaud. Et maintenant, on passe sur le point environnement.
Pour obtenir votre permis côtier, on vous demande d'être renseigné sur les bonnes pratiques environnementales. Le nautisme étant déjà une pratique très polluante, il est toujours bon d'éviter d'en rajouter une couche si on peut. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une liste détaillée, ça serait un petit peu fastidieux, mais il faut savoir que les questions liées à l'environnement sont rarement les plus compliquées, c'est plus de la prévention. Mais évidemment, je ne dis pas que c'est moins important pour autant. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes. On vous demande par exemple de penser à équiper vos bateaux de cuves à eau noire et de vidanger vos cuves d'eau usée dans les endroits prévus à cet effet dans les ports. D'ailleurs, on parle de cuves à eau noire pour parler de l'évacuation de l'urine et des matières fécales. Quand vous lavez votre bateau, évitez d'utiliser les produits à base de chlore et il faut penser à caréner son bateau sur les aires appropriées. Caréner, ça veut dire faire l'entretien de la partie immergée de la coque. Les peintures anti-salissure qu'on appelle généralement anti-fouling qui comportent de l'étain sont interdites. Au niveau du mouillage de l'encre, il faut penser à jeter son encre en priorité sur du sable et à la rincer quand on la remonte. Ça limite la propagation de certaines algues envahissantes. Il faut tenir une distance d'au moins 100 mètres avec les cétacés que vous rencontrez et il faut penser à réduire sa vitesse. Parce que parfois, c'est les cétacés qui vont venir à vous. Si vous pêchez, respectez les tailles minimales et les quantités autorisées. La vente du produit de la pêche est interdite. Et il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir pratiquer la pêche sous-marine. Elle est d'ailleurs interdite de nuit ou avec un équipement respiratoire. Il existe beaucoup d'aires marines protégées, les plus répandues sont les Natura 2000. Dans ces zones-là, il faut être particulièrement vigilant à la protection de la faune et de la flore. Je vous invite maintenant à vous renseigner plus précisément sur toutes ces bonnes pratiques. L'expérience en mer ne peut être que meilleure quand on a plein d'informations sur ce qui nous entoure. Et voilà moussaillon, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Si tu as une question, évidemment, pose-la en commentaire, je répondrai avec plaisir. Un grand merci à Samboat qui a rendu possible la réalisation de ces vidéos sur le permis côtier. Si vous connaissez pas encore Samboat, c'est un site où vous pouvez louer un bateau. Voilà, il y a des bateaux à moteur, des voiliers, et voilà, il y en a de toutes les sortes et un petit peu partout. Et donc c'est un site qui vous sera bien utile une fois que vous aurez passé votre permis côtier. Parce qu'avoir un permis c'est bien, mais un permis avec un bateau, c'est encore mieux. Je vous invite maintenant à aller voir le lien en description et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bon vent, ciao ciao.